on va vous donner déjà 3 méthodes de force. Tu veux pousser la barre, il faut avoir pensé que la barre est déjà en haut et donner la vitesse alors que tu n'as pas encore terminé ton mouvement. Peu importe la charge que vous allez utiliser, c'est d'aller à vitesse maximale. Ouais. Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouveau en compagnie de Andy. Je le représente brièvement. Entre-temps, depuis la dernière vidéo, il a été diplômé. Voilà, de diplômé universitaire. Du coup, de préparation physique que j'avais un petit peu, qu'on avait rapidement présenté. Cette fois-ci, on voulait partir sur un format beaucoup plus court que le format d'1 heure qu'on vous a proposé sous format de podcast, qui sera très bientôt amélioré, surtout au niveau sonore. On se retrouve à l'Orange Bleu à Mèche pour parler cette fois-ci des méthodes de force. Donc, l'idée, c'est de faire suite à la vidéo que j'avais fait tout seul en facecam à la maison parce que vous m'avez demandé d'aller chercher un petit peu plus loin sur cette vidéo et je vous avais promis qu'on le ferait ensemble. Donc, qui de mieux que Andy qui a fait ses études là-dessus pour discuter de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui, Andy, ensemble? Alors, du coup, aujourd'hui, on va essayer d'aborder vraiment un petit peu déjà comment mettre en place un programme de force pour essayer de faire un petit peu continuité du coup de la vidéo que tu avais déjà réalisée la semaine dernière, que tu as postée. L'objectif, c'est vraiment de vous donner un petit peu de contenu là-dessus sur les méthodes d'entraînement. Alors, tout d'abord, ce que j'ai envie d'amener dans cette vidéo, c'est déjà faire un petit tour des différents régimes de contraction musculaire qui existent pour savoir quel avantage on peut en tirer dans un entraînement de musculation et encore plus un entraînement de musculation qui tend vers un gain de force. Oui, c'est déjà peut-être de partir des bases. Du coup, vraiment parler un petit peu des régimes d'action musculaire, voilà, comme on appelle ça. Il existe 2 catégories, l'isométrie, et l'anisométrie. L'isométrie, ça va être vraiment une même catégorie, donc on va rien avoir en sous-objectif, on va dire. L'anisométrie, on va retrouver plusieurs types du coup de contraction musculaire. On va avoir la contraction concentrique, la contraction excentrique et la contraction pliométrique. Peut-être déjà expliquer aussi un petit peu ce que c'est exactement toutes ces contractions, parce que les dire c'est facile, mais au moins les expliquer. Par exemple, on peut commencer par l'action concentrique. Si tu veux commencer, vas-y, tu peux détailler un petit peu. L'action concentrique d'un muscle, c'est quand ce muscle-là va être raccourci. Donc, on prend le cas du biceps. Le biceps étant en gros fléchisseur du bras. L'objectif ici, ça va être de ramener en gros le poignet en direction de l'épaule. C'est le biceps qui se contracte pour venir avoir cette action-là, alors que le triceps, à l'inverse, va être étiré sur ce mouvement-là pour provoquer justement, pour induire du mouvement. Donc, régime concentrique, raccourcissement d'un muscle. Raccourcissement musculaire. Voilà, contraction. Exactement, donc tout simplement, comme dans le nom, les muscles se concentrent et les insertions se rapprochent. Deuxième régime, du coup, c'est l'excentrique. Donc l'excentrique, je vais prendre du coup ton exemple du curl biceps, je pense que c'est celui qui est un petit peu plus clair. Là, du coup, on va être à l'inverse. Donc, on va être sur un éloignement des insertions musculaires. Donc, un étirement du muscle. Donc, voilà, c'est un petit peu, entre guillemets, l'opposé du régime concentrique, où là, ça se rapproche. Troisième régime, du coup, c'est le régime pliométrique. Donc là, cette fois-ci, en fait, c'est un raccourcissement et un allongement. Un étirement et un raccourcissement, de la zone musculaire. Donc, en fait, c'est comme si on mettait du concentrique et de l'excentrique en même temps, mais ça se succède. Donc, c'est-à-dire que ça va concentrer, relâcher, concentrer, relâcher. Donc ça fait le lien avec ce que je vous avais dit dans le troisième point de la vidéo précédente, c'est-à-dire, donc on avait vu les facteurs structurels, la taille des fibres, la taille des segments, la taille des muscles, les facteurs nerveux, et ensuite le dernier point, c'était le facteur étirement. On en avait beaucoup parlé sur les changements justement de taille des muscles au niveau des insertions. L'idée, c'est qu'un étirement très bref engendre toujours une contraction retour, souvent beaucoup plus forte sur le mouvement donné. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de sauts, souvent. Ouais, tout ce qui est un petit peu, quand on parle de régime pliométrique, c'est vraiment tout ce qui est un petit peu avec impact. Par exemple, si je prends le plus basique, c'est de la corde à sauter. En pointe de pied, vous allez rebondir au sol. Donc, au niveau des muscles, au niveau des mollets, on va avoir justement cette phase d'allongement, de raccourcissement. Il va y avoir vraiment des mouvements qui se succèdent en continuité. Ouais, faut voir ça un petit peu comme de l'élasticité, quoi. Une balle qui rebondit. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Comme un élastique qui s'étend et qui se resserre, c'est un petit peu... Moi, forcément, plus on le temps, plus il y a de retour de force. Bien entendu, voilà, c'est ça. Le fonctionnement d'un muscle en pliométrie. Maintenant, l'idée, ce serait de savoir, au niveau de ces régimes de contraction,
comment on peut s'en servir pour mettre en place des méthodes de force. Ça, je pense que tu as tes petites idées là-dessus. Ouais, carrément. Alors déjà, ce qui est intéressant pour développer une bonne force musculaire, ça va être vraiment de coupler du coup ces régimes de contraction. Donc coupler un petit peu du concentrique, de l'excentrique et de la pliométrie. Après, chaque régime en fait a vraiment ses fondamentaux, ses valeurs qu'il faut pas oublier. Et il y a des choses aussi à savoir. Par exemple, le régime excentrique, on sait qu'il va provoquer beaucoup de micro-lésions au sein de la structure musculaire. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir forcément le pratiquer chez les débutants ou dès le début, en tout cas. Ça va être un petit peu plus réservé sur un public un peu plus expérimenté. Donc, voilà, faire attention, bien entendu, à tout ça. Chaque régime ne provoque pas les mêmes dégâts au niveau de la structure. Si vous souhaitez développer votre force en tant que pratiquant de culturisme, de bodybuilding, et que vous cherchez à faire grossir vos segments, pour moi, la méthode concentrique, enfin les régimes de contraction concentrique reste intéressant justement parce qu'il y a beaucoup de lésions musculaires et que derrière, en cassant de la fibre, on va chercher à la reconstruire et gagner en volume. Donc là-dessus, c'est cool. Par contre, si vous prenez, je sais pas, un footballeur, on va aller mollo avec ce type de régime de contraction, du moins pas sur les mêmes pourcentages de charge, pas le même volume. Parce que derrière, le coco, s'il faut encore qu'il court sur le terrain et qu'il lâche des sprints, il va produire de la force. Ça va pas se passer correctement. Donc ça, c'est aménagé à mettre en face de la bonne personne et en quantité raisonnable. C'est ça. En fait, voilà, il faut juste se jauger un petit peu dans l'entraînement, les régimes, comment on les place. Et pour qui surtout, ça implique débutant, jeune ou un athlète déjà de haut niveau ou quelqu'un de confirmé. On va pas pouvoir lui faire vraiment travailler les mêmes régimes. Bon les gars, comme le but de cette vidéo, c'est de vous donner un maximum de valeur, on va vous donner déjà 3 méthodes de force, les principales pour pouvoir commencer et pouvoir développer votre force maintenant que vous savez un petit peu les tenants et les aboutissants de ce genre de process. On commence par... Première méthode, l'une des plus connues, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est les contrastes de charge. Donc là, l'objectif, ça va être de contraster avec une charge lourde et une charge légère. Alors, avant de détailler un petit peu plus cette méthode, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut la faire soit dans la série ou soit dans la séance. Ok, donc ça veut dire que soit vous pouvez, par exemple, si vous faites dans la série, commencer avec une charge assez élevée et ensuite tout de suite attaquer tout de suite derrière avec un exercice avec une charge un petit peu plus faible. Ou soit vous le faites dans la séance. Et là, par exemple, votre début de séance, vous avez une charge qui est conséquente. Et sur la fin de séance, on a des blocs de travail avec une charge un petit peu plus au maximum. Donc, si je résume, au lieu de faire une séance complète avec un format réellement orienté force, on a quelques séries d'un premier exercice orienté force, quelques séries de l'exercice d'après orienté un petit peu plus sur du volume musculaire, et ensuite on passe sur un travail plus d'endurance. Ouais, c'est ça. Alors, dans une logique de développement, on va vraiment partir, par exemple, si je prends l'exemple, du coup, tu en parles, donc on va partir là-dessus. Dans la séance, ça veut dire, par exemple, allez, je donne un exemple vraiment, mais parmi tant d'autres, 3 séries à 90% de la ARM en back squat. Et après, vous allez vous retrouver en fin de séance et vous allez peut-être travailler une autre variante du squat, ou même carrément toujours ce squat, mais avec toujours 3 séries, mais cette fois-ci, allez, 60-70% de la ARM. Donc, c'est vraiment de contraster ici dans la séance. Après, ça se fait un petit peu moins, honnêtement, c'est un peu plus dans la série. Dans la série, c'est un petit peu plus facile en matière à gérer, surtout quand on débute sur du travail en force. Et du coup, dans la série, voilà, vous aurez compris le principe. Donc, par exemple, une répétition à 90% de la ARM. Et tout de suite derrière, on va aller faire 5 répétitions à 70% à peu près de la ARM. Donc là, c'est pareil, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a énormément de combinaisons à faire, de contrastes de charge. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est juste de bien contraster avec une charge lourde, où là, on va fournir vraiment un effort qui est maximal, et une charge un petit peu plus légère, où là, on va tout de suite pouvoir ressentir de toute façon toute la différence dans des méthodes de contraste de charge dans la série les plus réputées, celle qu'on entend facilement, du coup, c'est la méthode bulgare, mais qui a été popularisée énormément par les haltérophiles. Beaucoup utilisé par les haltérophiles, surtout de la force athlétique. Donc ça, je vous en avais un petit peu parlé dans la vidéo précédente. Renseignez-vous là-dessus s'il faut. Je referai une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez une vidéo complète sur la méthode bulgare. Ça peut être intéressant qu'on teste, voir qu'on s'entraîne sur ce type de méthode. Ouais, pour donner l'exemple.
en vidéo. Donc, contraste de charge dans la série ou effectivement sur la séance. Pour ce qui est du contraste de charge sur la séance, je vois par exemple Kevin Ferreira maintenant qui en parle, qui est préparateur physique. Ouais. Quand on parle, parce que dans le développement de la force pour les athlètes, mais là c'est vraiment plus orienté athlète que pratiquant lambda. Ouais. Parce que l'avantage c'est que tu vas bosser en force, ensuite tu vas bosser sur plutôt comme on a dit, développement de la masse musculaire finalement. Ensuite tu as le facteur endurance, donc tu es sur un travail on va dire complet. Ouais, clairement, la préparation physique, on l'utilise beaucoup dans la séance. En fait, c'est tout simplement, comme tu l'as dit, pour qu'ils aient vraiment un bloc force. Et après, orienter du coup cette force vers un travail un petit peu plus d'effort aussi, explosivité. Parce que ce contraste de charge va nous permettre vraiment d'aller chercher des facteurs d'explosivité aussi. Donc c'est pour ça que c'est aussi utilisé pour un athlète de haut niveau dans sa séance complète. Deuxième méthode qui vous demandera un petit peu plus de technique, la méthode statodynamique. Donc là, on vous parlait des régimes de contraction. Méthode statodynamique, on va coupler du coup 2 régimes de contraction. Je mets entre parenthèses le 2 parce qu'il existe aussi du statodynamique en rajoutant de la pliométrie, mais je vais pas trop détailler là-dessus, c'est un petit peu plus réservé du coup à une personne de haut niveau ou dans ce style-là. Alors le statodynamique que vous pouvez utiliser, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il en existe plusieurs types. On va parler de 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, et il y en a qui vont même jusqu'à 5 temps. Mais voilà, les plus connus, c'est à peu près 2 temps, 3 temps, c'est déjà très très bien. L'objectif, ça va être de coupler du concentrique et de l'isométrique, donc qu'on a déjà détaillé juste avant. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple assez concret. Je reprends le mouvement de squat, c'est ce qui parle un petit peu à tout le monde. Vous allez descendre tout en bas, donc aller parallèle au sol à peu près. Et là, vous allez remonter un tout petit peu, mais pas complètement, et vous allez marquer une pause. Donc là, on va avoir une phase qu'on appelle isométrique. Et après, vous allez pousser fort et explosif avec une phase concentrique. Et encore une, le statodynamique, c'est vraiment ça. C'est je descends, je remonte un petit peu, hop, je bloque, je renvoie, je bloque peut-être si je veux faire 2 temps, et j'envoie vraiment à vitesse maximale vers le haut. Et ça, c'est hyper important sur le statodynamique, vraiment de terminer sa dernière phase rapide et explosive. Oui, donc le mouvement est déjà engagé. Tu as la contraction qui reste sur une portion, sur une longueur, et ensuite tu réengages. C'est ça. Donc c'est pas une pause tout en bas. Par exemple, sur le bench, ce serait pas un bench à la claque. Vous allez faire la pause en bas ou un squat posé. Il y a un début de mouvement qui est réinitié et ensuite on renvoie au deadlift. Ça nous ferait faire du coup la pause en gros juste sous les genoux, par exemple, pour réenvoyer la barre. Voilà. Le plus vite possible, effectivement. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est la vidéo de Dmitry Klokov qui fait son arraché. Je sais pas si tu as déjà vu. Il fait son arraché à la barre. Ouais. Pose au niveau des genoux, 2-3 secondes. Ouais. Et il renvoie ça et il fait un 0 à 200. Enfin, un 20 à 200. Comme ça. En stat. Ah ouais. Ok. Ouais, donc là, on est sur quelque chose. Voilà. De costaud. C'est un stress que ce genre de choses fonctionne sur des athlètes jusqu'à relativement haut niveau et que ça marche sur des mouvements très dynamiques et très complets comme l'arraché, les mouvements d'haltérophilie olympique ou des mouvements plus simples comme le squat, le bench, le deadlift. Ouais, c'est ça, on peut l'utiliser vraiment sur pas mal d'exercices polyarticulaires. Polyarticulaires de polyvalence. Et l'objectif, c'est vraiment, voilà, le mouvement, il est bien engagé, donc tu l'as dit, donc ça, c'est important de bien le comprendre. C'est-à-dire qu'on a déjà le mouvement engagé, on marque tout simplement des pauses à des angulations bien précises dans l'exercice. Et là, c'est pareil. On peut choisir un petit peu où on marque ces pauses, plutôt en phase basse ou en phase haute de l'exercice. Il y a plein de variantes à faire. Ouais, ça, je pense que ça dépend de là où vous avez vos lacunes avant. Personne ne va faire cette méthode-là, peut-être parce que c'est le manque de force qui se fait sentir sur le début du mouvement ou un petit peu plus tard sur l'extension ou ce genre de choses. Ouais, donc là, c'est vrai que ça, du coup, c'est une méthode qui peut être effectivement intéressante à bosser si vous avez des lacunes sur, par exemple, la partie basse d'un deadlift. Bosser le stato en partie basse. Ouais, c'est parce que faut pas oublier que souvent un problème de posture sur un mouvement, c'est un manque de force dans une angulation précise. Donc ça veut dire qu'il va falloir bosser sur cette portion-là. De toute façon, on le voit très bien, par exemple, sur le cas du squat ou à l'inverse, le cas du deadlift. En squat, c'est tout en bas qu'on est souvent le plus faible. Et sur le deadlift, la barre est en bas première phase. Pour remonter. C'est la première phase en haut. Qui est la plus compliquée et il suffit de vous mettre en déficit par exemple avec les pieds sur un poids pour vous rendre compte que la barre étant beaucoup plus basse, vous allez avoir beaucoup plus de mal à la lever. À l'inverse, si vous remontez d'un cran faire du rack pull ou du tirage depuis les blocs, ce sera beaucoup plus simple à effectuer, vous aurez plus de force
que tout en bas. Pour le squat, c'est pareil. Un squat, un quart de squat, vous serez beaucoup plus puissant sur un quart de squat que sur un squat en amplitude complète. C'est ça. Alors là, du coup, c'est des facteurs de longueur musculaire. Hein. Plus on met de longueur, plus la force est dure à produire. Ouais. Donc, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que tu sais. Bon, tout ça, c'est bien cool. Vous voyez qu'on commence à rentrer sur des termes techniques, mais en attendant, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller à l'essentiel. L'idée pour pousser lourd, c'est de pousser lourd, déjà. Exactement. Donc, la force appelle la force. On a besoin d'une production de force. Donc, on va mettre les moyens nécessaires. Et pour ça, on va parler plutôt des efforts maximaux. Donc, soulever, lourd. Ouais, efforts maximaux. Donc, qui dit efforts maximaux dit forcément charge maximale. Donc là, on va être généralement aux alentours des 90% de la ARM. Donc, ce qui va vraiment induire un gros stress. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre vraiment de développer la force. Hein, c'est d'avoir, du coup, des mécanismes nerveux qui vont être assez conséquents. Une grosse poussée concentrique, si on prend par exemple le mouvement de squat. Et voilà, avec la charge conséquente, ça va vraiment nous permettre de développer des facteurs intéressantes. Typiquement, 3 séries de 1 rep à 90% de ton ARM. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, n'ayez pas peur de bosser à une répétition. Hein. Une répétition, si le pourcentage de la ARM est élevé, et bien entendu, j'insiste, c'est quand même élevé, là on parle de 90%, 92, 95% de la ARM, on peut travailler à une seule répétition. 3 fois une rep, c'est intéressant. Pareil, les récupérations, on fera attention à prendre quand même une récupération assez conséquente. Alors en force, la récupération, elle va bien entendu dépendre de l'effort, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va quand même être assez élevée. Donc là, aux alentours quand même de 4-5 minutes des fois de récupération pour pouvoir repartir à la même intensité. Ouais, donc ça c'est relativement simple à mettre en place. C'est pas une méthode que vous pourrez, vous ne ferez pas du squat tous les jours avec cette méthode-là, avec ces intensités-là, mais votre corps est capable de pouvoir produire au moins une fois par jour sur le même mouvement un effort maximal. Ouais, tant que l'effort n'est pas, par exemple, répété. Voilà, donc ouais, voilà. Si vous squattez, je dis une connerie pour le squat, 2 fois dans la semaine, c'est quelque chose qui est totalement faisable. Ouais. Alors oui, effectivement, ou sinon vraiment placer ce bloc-là en début de séance. Ouais. Là, on a une fraîcheur, c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais l'état de fraîcheur, entre guillemets, il est important hein, quand vous travaillez en force. C'est-à-dire que vous n'allez pas entamer une séance force si vous avez fait une grosse séance la veille, en plus bas du corps, et là vous attaquez bas du corps, ça ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait un état de fraîcheur assez conséquent. Je pense qu'il est temps de conclure pour nous sur cette vidéo-là. Donc, si tu devais donner les points clés à quelqu'un te dit en salle, j'ai besoin de travailler la force brièvement, sur quoi je dois me renseigner, qu'est-ce que tu peux lui dire? Ce qui va être déjà important, c'est de coupler les régimes d'action musculaire. Donc déjà, de varier un petit peu ces stimulus avec ces différents modes d'action. Donc ça va être déjà un des points clés pour développer une force conséquente et surtout avec des stimulus qui vont être, bien entendu, différents. Ce qui va être également important, connaître ici votre charge maximale. Je pense que c'est quand même intéressant, la 1 RM. Alors pour un débutant, aller tout de suite tester la 1 RM, c'est pas forcément intéressant. Peut-être travailler en amont sur d'autres choses, sur un autre programme. Je dirais même plus qu'au-delà de ne pas être intéressant, c'est même déjà faussé parce que la technique du débutant ne sera pas suffisante pour exprimer son vrai 1 RM, son vrai potentiel de force, à moins que ce soit sur un mouvement guidé qui se rapproche du mouvement polyarticulaire de base. Et encore, vite, faut ça. Ouais, tu vois, je pense sur une presse, encore, tu peux te démerder. Et il n'est pas entraîné à pouvoir supporter un RM. Donc là, je pense que ne pas dépasser, on va dire, une 4 ou 5 reps, une série de 4 ou 5 reps max. Ouais, c'est ça. Ou sinon, employer d'autres moyens d'évaluer du coup ce travail de force. Aller à l'échec ou aller au ressenti. Parler aussi un petit peu de ressenti dans la série et voir un petit peu ce que ça donne. Après, ce qui va être également important, peu importe la charge que vous allez utiliser, c'est d'aller à la vitesse maximale. Ouais. Donc, ça veut dire que votre effort, il doit être vraiment dans l'intention, parce que je vous rappelle que, ici, en tout cas, on vous rappelle que c'est connecté. Hein. Donc, vos muscles qui sont connectés à votre cerveau, les influx sont connectés. Donc, ça veut dire que si, ne serait-ce que dans votre pensée, vous avez l'intention d'aller vite, d'être rapide, d'être fort, eh ben, ça va se répertorier sur votre production de force et donc vos gains en force par la suite. On m'avait donné un conseil, c'est en gros, placement, tout ça, c'était bon. À partir du moment où tu veux pousser la barre, il faut avoir pensé que la barre est déjà en haut et donner la vitesse alors que tu n'as pas encore terminé ton mouvement. Effectivement, c'est un temps d'avance à prendre au niveau déjà du cerveau, de la visualisation du mouvement pour induire un travail de vitesse vraiment
d'inculquer de la rapidité sur le mouvement pour faire monter cette barre. Donc ça, on vous rappelle, hein, vraiment intention de produire de la force dans un premier temps avant de réellement En tout cas, travailler voilà. sur la force. En tout cas, il faut l'anticiper et il faut surtout l'avoir à l'esprit. Bien entendu, qu'un athlète de très haut niveau va pas avoir la même capacité de réflexion qu'une personne débutante, mais ça se travaille. Donc là-dessus, Faites-le le plus rapidement possible. exactement, à vitesse maximale. Sinon, voilà, les points clés qui sont importants également pour le travail en force, c'est la récupération, qui est encore beaucoup négligée dans les structures sportives, je trouve, chez pas mal de participants. Nous, on aimerait vraiment nous sensibiliser aujourd'hui à cette récupération qui va être hyper importante, et surtout quand vous travaillez en force. Tout à l'heure, j'ai parlé de 4-5 minutes. Effectivement, la récupération, elle va être assez élevée. Donc, pas hésiter à prendre la bonne récupération pour être également dans le bon effort et produire toujours le maximum de force. Ouais. Il y a des trucs, des fois on voit ça, que ce soit dans les programmes de musculation pour prendre de la masse musculaire ou dans les programmes de perte de poids. Souvent, en fait, des fois, la poire, elle est un peu coupée en deux. C'est pas 1 minute ou 3 minutes ou plus, c'est on va mettre 1 minute 30. 1 minute 30 pour moi, c'est ultra bateau. C'est trop de repos pour la plupart des méthodes de perte de poids et c'est souvent pas assez de repos pour prendre en force ou pouvoir exactement sur un effort musculaire conséquent. Et de toute façon, la récupération, en fait, elle va vraiment dépendre de l'effort que vous avez fourni. Si vous faites une répétition à 90-95% de la ARM ou 5 répétitions à 70%, vous n'allez effectivement pas prendre la même récupération. Il faut juste qu'elle soit bien adaptée pour avoir récupéré au niveau des filières énergétiques assez de... quitte à pouvoir repousser autant de 32 minutes plutôt qu'une 30, je laisse un peu 30 secondes. Oui, voilà. 30 secondes, voilà. 30 secondes, ça ne va pas jouer énormément, surtout si vous en êtes déjà calculé 1 minute 30. Peut être... Ok, moi, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On se fera une joie de pouvoir y répondre dans d'autres vidéos. On compte vraiment sur vous pour pouvoir échanger et nous donner un petit peu vos retours et vos ressentis là-dessus. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. C'était Joe Training. On était avec Andy aujourd'hui. Rappelez-vous, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer.